fille bourgeoise qui tombe amoureuse d'un artiste marginal, inclassable, exilé, politique, condamné à de la prison en France et en Russie. Une jeune femme qui était étudiante dans un master très sérieux, qui se met à vivre avec un homme qui s'est cloué les testicules, coupé l'oreille et qui a fait tomber un ministre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une histoire d'amour tragique des temps modernes, un remake de Roméo et Juliette, une histoire un peu à la Reine Margot, ou je ne sais pas, avec peut-être Mathilde de la Mole de Stendhal. Qui est vraiment Alexandra de Taddeo? Tout le monde l'a décrié en France, tout le monde a dit que c'était à la fois, elle a finalement rassemblé de l'extrême droite à l'extrême gauche, de la gauche à la droite, des macronistes aux adversaires de Macron. Personne ne l'a soutenue. Tout le monde a dit que ce qu'elle a fait était condamnable et que c'était honteux. Alors on va se demander ce soir, qui est-elle vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout autour d'un livre qui s'appelle L'amour, qui est publié aux éditions privées et qui revient sur toute votre vie qui explique cette histoire, mais aussi votre vie pour montrer... Je pense que la seule réponse possible à tout ce qui s'était passé était d'en faire un livre, car il fallait bien 400 pages pour expliquer la cohérence de votre parcours, la cohérence de vos engagements, la cohérence ou l'incohérence de votre amour. Alexandra de Taddeo, bonsoir. Bonsoir. Alors, Alexandra de Taddeo, vous sortez un livre qui s'appelle L'amour, aux éditions privées. L'amour, c'est un livre... une autobiographie qu'on pourrait dire déguisée en quelque sorte en récit, qui commence au départ par raconter vos premiers petits copains, vos premiers amours, ensuite votre rencontre avec Piotr Pawlenski, et comment vous vous êtes retrouvés ensuite au cœur d'une affaire médiatico-judiciaire qui a fait trembler la République. Et ce qui m'a frappé de ce livre de l'amour, la première chose, c'est que c'est pas un livre où vous vous justifiez, c'est-à-dire vous ne justifiez pas ce que vous faites, vous expliquez même pas forcément ce que vous faites, ou en tout cas vous cherchez pas de cohérence à ce que vous faites, mais vous tentez plus sur 400 pages de nous expliquer ce qu'est l'amour et de montrer finalement que votre amour peut vous rendre incohérente, peut-être même insouciante, ou en tout cas que la seule explication possible à l'affaire judiciaire qui s'est passée est l'amour. Est-ce que c'est vrai? Il y a une partie de vrai parce que, en fait, à la base, ce livre, un des titres de travail, donc pendant que j'écrivais le manuscrit, c'était une suite de contradictions. Donc c'est intéressant que vous ayez que vous ayez décelé ça, ces incohérences et ces contradictions, parce que c'est clairement une intention d'auteur. J'avais vraiment l'intention qu'on voit ça. Mais parce que je pense tout simplement que pour bien raconter une histoire, en fait, il ne faut pas la stéréotyper et il ne faut pas la simplifier. Et je pense qu'on est tous des individus complexes. Je ne pense pas qu'une histoire soit linéaire. Je ne pense pas qu'on puisse agir comme des robots, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait une erreur qu'on ne la reproduira pas par la suite. Je pense qu'on n'apprend pas souvent de nos erreurs d'ailleurs. Donc on peut faire une erreur, la reproduire après, parfois même avoir des rôles différents selon les personnes avec lesquelles on interagit. Par exemple, on peut parfois être victime d'une personne, mais en même temps bourreau d'une autre. Et c'est toutes ces incohérences que j'ai voulu montrer parce que, d'une certaine façon, c'est ça la vie, et la vie sentimentale surtout. Oui, et alors ce qui m'a frappé, c'est que quand on lit ce livre, on n'a pas... C'est pas un livre qui plairait beaucoup aux féministes, car c'est pas un livre spécialement, on est tous à un moment à l'époque du wokisme, du mouvement MeToo, à l'époque de l'homme déconstruit, et finalement, alors c'est un livre d'une femme, c'est un livre évidemment ambigu, c'est un livre paradoxal, mais c'est un livre qui n'est pas spécialement MeToo, c'est-à-dire vous racontez finalement, j'ai envie de dire, le parcours quand même d'une femme qui n'est pas tellement la victime des hommes, qui au contraire est libre, qui voire fait des hommes ses victimes, ou en tout cas parfois dire même je le baise celui-là, en tout cas une sorte de femme forte qui n'est pas du tout, c'est pas du tout le parcours d'une femme, parce que souvent les femmes aujourd'hui, beaucoup qui sortent des livres pour raconter leurs histoires, c'est toujours raconter comment elles étaient sous emprise, les hommes l'ont détruite, machin, malin. Vous au contraire, c'est plutôt, on a l'impression, les hommes qui sont sous votre emprise. Et on a l'impression que dans cette époque de féminisme où tout le monde se dit sous emprise, tout le monde se dit victime des hommes, vous montrez votre portrait, c'est-à-dire une femme forte qui parfois fait des hommes ses victimes,
qui aime bien la virilité, disons aime bien des hommes, qui n'est pas spécialement, qui n'a pas peur de se faire ennuyer, on va dire. Est-ce que c'est un peu le cas? Je pense que c'est un peu plus compliqué. Je pense que c'est une question de point de vue. Parce que, en fait, il y a beaucoup de chapitres que je peux dire, que je peux qualifier d'ambigus, on va dire, dans lesquels on peut se dire, ok, elle est vraiment tellement détachée dans son rapport malheureux vis-à-vis des hommes qu'en fait, c'est comme si elle s'en fout et qu'elle est au-dessus. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Je pense que quand on lit l'ensemble, en fait, du livre, on comprend qu'une expérience a un impact sur une autre expérience, etc. Après, sur MeToo, le livre, c'est clairement pas un MeToo, parce que déjà, je revendique pas ça comme un livre MeToo. Enfin, le principe de MeToo, c'est quand même de revendiquer... c'est hashtag MeToo, quoi, on l'écrit. Donc, c'est clairement pas un livre MeToo, mais en même temps, parce que MeToo... Je pense qu'on on parle énormément de MeToo et c'est que ça a clairement eu un impact sur la société. Mais par exemple, je l'écris à un moment dans la deuxième partie, jusqu'à mes... en fait, moi, je suis un peu passée à côté de MeToo. Je fais partie de ce genre de femme pour qui c'était pas très, très important. Je savais que ça existait, mais j'ai jamais pensé mes rapports aux hommes vis-à-vis de MeToo. Donc, j'ai essayé, en tant qu'auteur, en fait, de me remettre à chaque fois dans l'état dans lequel j'étais. Donc, par exemple, quand je raconte, par exemple, ma première fois, une histoire inspirée de ma première fois, j'avais presque 18 ans, 17, presque 18 ans. Et je me suis remis, en fait, dans la situation... Enfin, j'ai essayé de me remettre dans l'état d'esprit de la jeune fille que j'étais à cette époque-là pour raconter cette histoire. Et évidemment, à cette époque-là, il n'y avait pas MeToo et il n'y avait pas les pensées qu'on peut avoir avec MeToo. Donc, j'ai complètement éradiqué ça, en fait. Je ne voulais pas que le livre soit perçu comme un livre politique ou... Mais on a l'impression, à un moment, vous dites, j'ai toujours aimé les gens qui ont mauvaise réputation. Ouais. Et on a l'impression que quand, d'ailleurs, vous racontez avec Piotr, les gens vous disent, mais il a eu des histoires, il a été accusé d'agression, il est très dangereux, fais gaffe. Et on a l'impression presque que ça vous excite, voire que vous voyez ça, du coup, comme un combat personnel d'aller vers celui qu'on a banni et condamné. C'est intéressant comme remarque, parce qu'à la base, j'écris ça sur une amie quand je suis assez jeune, mais avec Piotr, on peut également faire le rapprochement de sa mauvaise réputation. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il ait mauvaise réputation qui m'a le plus plu chez lui. Ce que je sais, c'est que quand je l'ai rencontré, il était... en fait, je pense que ce qui m'a le plus attiré, c'est qu'il était vraiment très différent de tout ce que je connaissais. Je viens d'une famille bien sous tout rapport, j'avais des amis bien sous tout rapport, je faisais des études assez respectables, on peut dire, et je me destinais, je pense, à une vie respectable mais ennuyeuse, et j'étais très malheureuse, et j'ai vu tous les gens autour de moi être toujours malheureuses dans ce contexte-là, et je pense que chez Piotr, qui était tellement différent de tout ça, il y avait surtout cette envie d'autre chose. Et peut-être que même quand j'étais jeune, avec cette jeune fille aussi, dont je dis je suis devenue son amie, mais elle avait tout me disait de ne pas être son amie parce qu'elle avait mauvaise réputation, mais j'ai quand même été son amie. Je pense qu'il y avait aussi peut-être déjà dès ce départ cette volonté de trouver une porte de sortie en fait à cet univers qui rend tout le monde malheureux, tout simplement. Oui, et d'ailleurs c'est vrai que les médias pourraient avoir l'idée un peu grand public de voir votre couple comme un peu un couple iconique de l'extrême gauche. C'est pas tellement ça. L'extrême gauche. Non, mais on voit pas tellement. J'ai pas l'impression spécialement. D'ailleurs, je crois que je sais plus si vous voulez raconter que avant que vous rencontriez pas, vous aviez voté François Fillon. Il y a un côté profondément anti-système, libertaire. Mais en tout cas, vous n'êtes pas du tout. C'est pas du tout un livre militant, et c'est un livre qui est quand même pour montrer que ce qui vous dérange est le système dans son ensemble, mais que vous ne défendez pas du tout pour autant le wokisme, tout ce puritanisme qui arrive. C'est un livre assez anti-puritain finalement. Ouais, on peut dire ça. Mais par rapport à la politique, je sais pas. Moi, j'ai fait des études aussi de sciences politiques, donc j'ai fait du droit et des sciences politiques, et j'étais très intéressée par ça parce que, en fait, on nous parle beaucoup de théorie et tout est très idéaliste quand on parle de théorie. Et en fait, en grandissant et en voyant un peu comment toute notre société s'agence autour de la question politique, j'ai vraiment l'impression que la politique, et en plus, c'est des petites histoires politiques qui sont finalement pas très importantes et qui changent pas la vie des gens. Et j'ai l'impression que tout le monde est tellement passionné par ça et tout le monde prend ça beaucoup trop au sérieux, alors qu'en réalité, c'est des petites histoires qui sont pas très sérieuses. Et depuis que je vis avec Piotr et que maintenant j'ai un pied, on va dire, dans les arts visuels, et bien souvent, je me dis, mais l'art a beaucoup plus de pouvoir et d'impact que le politique, et je trouve ça tellement triste et tellement dommage que les gens
pense que l'art, c'est quelque chose de secondaire et de pas important, et que tout le monde fasse soit tellement obsédé par la politique. Je suis d'accord. Alors, on va parler maintenant du chapitre. Alors, chaque chapitre est un nom d'homme que vous avez connu, et donc au milieu de ces chapitres, il y a Benjamin. Alors, bon, on va pas dire son nom parce que tout le monde a compris qui c'est, ancien ministre. On va pas dire son nom, on pourrait le dire, mais j'ai pas envie d'ennui. Vous commencez en disant, il vient chez vous, il dit j'ai réussi à planter mon officier de sécurité qui me suit partout. Il vous amène une bouteille de champagne et il dit je l'ai volé au ministère. Et ce qui est assez étonnant dans votre rencontre avec Benjamin, c'est qu'on a l'impression qu'il vous excite pas beaucoup. Enfin, vous le trouvez un peu moche, presque un peu puceau, un peu pathétique. Donc, on comprend pas forcément pourquoi vous êtes mis à vouloir coucher avec lui. Est-ce que c'était le fait qu'il soit célèbre ou que c'était romanesque ? Non, je pense que c'est en fait, c'est un chapitre qui arrive dans ce que j'appelle le cycle du numérique. Et c'est ce moment où la vie d'Alexandra la vie quotidienne devient de plus en plus pesante, de plus en plus monotone. Et où en fait elle connecte, donc il y a par exemple Benjamin, mais il y a un autre type qui s'appelle Isaac. Et en fait elle connecte avec les costards cravates, elle parle souvent des costards cravates, c'est aussi des gens qu'elle rencontre via internet. Et en fait il y a tout ce... En fait c'est un moment dans ce cycle en fait où elle fait des choses qui ne lui font pas plaisir, qui ne la rendent pas heureuse, mais elle fait ça parce que tout le monde autour d'elle le fait et que voilà, elle pense qu'elle doit le faire. C'est un peu la même raison, je pense. Mais tout le monde ne va pas contacter Benjamin Griveaux. Je l'ai pas contacté, c'est lui qui m'a contacté. Non, mais tout le monde ne répond pas à un ministre. C'est pas non plus habituel d'une jeune fille de ça. Je pense que en fait, c'est pas une question de ministre ou pas ministre, c'est une question de personne en fait. Et je pense que sur Internet, quand quelqu'un nous contacte pour un plan cul, plein de gens répondent à un peu n'importe qui et c'est tout. Je pense que c'est quelque chose d'assez banal en réalité. En fait, si on lui enlève son statut, c'est une histoire assez banale. Et c'est plutôt ça que j'ai voulu montrer. Par exemple, au début, je voyais pas trop l'intérêt de raconter cette histoire, ou de la raconter en tout cas avec lui. Alors après, j'étais obligée de le faire parce que Porno Politique est arrivé et que c'est devenu vraiment une part de mon histoire, en tout cas dans le regard des autres. Non, j'ai perdu le fil. Non, vous en êtes pas, c'est que je cherchais l'extrait de votre livre. Non, alors, attendez, j'essaie de reprendre le fil. Je disais, non, j'aurais pu raconter. Donc, j'ai raconté cette histoire parce qu'en fait, je pense qu'elle est. Au début, j'étais pas à l'aise, honnêtement, pour la raconter, mais en fait, je l'ai racontée et je l'ai racontée de cette façon parce que je sais que beaucoup de personnes autour de moi expérimentent ce genre de relation complètement désentimentalisée, déshumanisée, complètement numérique. Et c'est pour ça que je me suis concentrée vraiment sur un récit qui est basé sur l'échange de messages ou de vidéos et de la description assez mécanique et assez sèche en fait de ça, parce que je pense que c'est un phénomène intéressant dans notre société et que c'est un phénomène nouveau qui a aussi une place énorme dans les relations humaines aujourd'hui, et il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Par exemple, mes parents ne connaissent pas ça. Oui, et ce qui était intéressant pour moi, c'était que les gens puissent se positionner, c'est-à-dire, est-ce que pour moi c'est excitant, est-ce que pour moi c'est je sais pas, désagréable, gênant, et c'est ça pour moi qui est intéressant, c'était l'expérience d'un lecteur par rapport à ce phénomène actuel. Oui, mais quand on a ce que vous l'appelez un amour numérique ou une excitation pour les réseaux sociaux, c'est que même souvent des hommes qu'on trouve ou des femmes très belles sur les réseaux sociaux, qui donnent envie, où on a l'impression que leur vie est géniale et on se crée un monde. Or là, vous semblez dire depuis le début que vous voyez que c'est un petit mec pas excitant, un peu puceau. Donc, j'ai pas l'impression que c'est vraiment une excitation. Est-ce que c'est pas vraiment fondamentalement le côté presque comme si vous dites je vais faire ça pour mes mémoires, quoi, vous voyez ? Non, parce qu'il y a par exemple une histoire assez similaire avec celui aussi du cycle qui ouvre le cycle numérique, on peut dire, qui est Isaac. Il y a aussi ce truc, elle lui parle pendant tellement longtemps sans jamais le revoir, etc. Et je pense que c'est un truc qu'on fait beaucoup dans notre société, c'est-à-dire que on passe du temps avec des gens avec lesquels on ne se sent pas à l'aise, déjà peut-être même qu'on méprise parfois, avec lesquels on n'est pas d'accord, etc. Et juste parce que notre vie quotidienne est ennuyante, triste, je sais pas, on fait encore plus de choses qui nous rendent encore plus tristes. C'est comme en soirée, on passe tellement de temps en soirée avec des gens qu'on n'aime pas au final, et le lendemain on se dit mais pourquoi j'ai perdu mon temps avec ces gens-là. Et c'est un peu
c'est une contradiction peut-être aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans votre... On va la raconter, mais on n'a pas l'impression, c'est pas comme si vous racontiez que Benjamin vous avait traumatisé. Non, pas du tout. Et alors, on comprend pas tellement pourquoi... Je vais dire pourquoi après, parce que vous êtes un peu responsable quand même enfin, on en parlera dans une seconde partie, mais il n'y a pas de volonté de vengeance. Enfin, c'est ça ce qui est bizarre, c'est que on n'a pas l'impression, on pourrait se dire, souvent on fait ce genre de choses quand on veut se venger d'un mec pour lui détruire sa vie, lui niquer sa vie, parce qu'il nous a fait du mal. Mais là, on a l'impression que c'est un peu gratuit. Au contraire, vous avez presque l'air de dire, bon, c'est un peu un pauvre type, il est pas méchant, un peu puceau. Donc pourquoi s'attaquer à un type qui finalement ne vous a pas rien fait ? Moi, j'ai pas fait grand-chose dans cette... Voilà, mais on va en parler après. Mais est-ce qu'il y avait une volonté de vengeance déjà ? Ah non, pas du tout. Non, mais ça, je l'ai répété à maintes reprises. Enfin, c'est pas du tout. Non, rien à voir. Et alors, il avait dit, c'est assez étonnant, parce que même des gens très haut placés, il y a un côté parfois gamin. C'est fou de penser que des ministres et tout sont parfois... genre des gens qui ont vraiment des responsabilités énormes restent dans des paradigmes de gamins. Et alors j'ai retrouvé sur votre Twitter Benjamin Griveaux avait dit: quand j'ai couché avec elle, je me suis cru dans un mauvais clip de Mylène Farmer, et vous avez retweeté en mettant: ce n'est pas ce qu'il miaulait quand il avait la tête entre mes cuisses. Non, mais là c'était juste une réponse, c'était juste il a attaqué en premier, j'ai juste rendu l'appareil, c'est tout ce qu'on peut dire. Et alors vous racontez ce qui s'est passé. Bien préparé. Est-ce qu'on peut lire un extrait ? Ouais, ok. Ouais, on peut lire un extrait. Alors je vais le lire. J'espère que vous n'allez pas bafouiller. Ah non, j'ai pris des extraits de tout. Alors, je lui proposais d'aller dans la chambre. La lumière était crue, je n'avais pas fermé les rideaux. Je retirais le t-shirt, la jupe et le string que je portais. Il fit de même avec ses vêtements. Je m'assis, dos à la tête de lit, les jambes écartées. Il plongea vers mon entrejambe, lécha mes cuisses, saliva, continua de lécher mes cuisses, mon pubis, saliva un peu plus, sa bouche attrapa mes petites lèvres. Il les suçota, déglutit, bava, suçota davantage. Je sentais les draps humides sous mes fesses. Ça me dérangeait. J'agitai mon bassin pour le déplacer sur une zone sèche. Il pensa que j'en avais eu assez et se redressa. J'en avais pas eu assez, mais ne lui demandai pas de continuer plus longtemps. J'utilisai la housse de couette pour sécher la bave qui avait coulé sur mes cuisses. Il s'assit sur le rebord du lit et me toucha la hanche pour que je le monte. Je me mis sur lui et portai quelques coups de bassin. La sensation n'était pas agréable. C'était comme se fourrer un godemiché sans lubrifiant. Je crachai dans ma main et me touchai le clito en ralentissant le mouvement. Il proposa de changer de position. Je dis que non, c'était ok. Je portais de nouveaux coups tout en me touchant le clito par réflexe, même si ça ne changeait rien. J'ai compris qu'il avait fini après quelques mouvements seulement, lorsque son corps se crispa et qu'il commença à regarder de tous les côtés. Je m'écartai de la bite et remarquai une trace de sang sur ma cuisse. Je lui fis remarquer qu'il y avait du sang. Et il vous dit, c'est pas moi. Mais vous dites, il bave, en plus on comprend qu'il est un peu précoce, c'est pas... Est-ce qu'il y a un peu but de... Je sais pas, on a l'impression que vous moquez d'un pauvre type, quoi, non ? Non, pas du tout. Non, vraiment pas du tout. En fait, pour moi, c'était important dans ce livre, parce qu'il y a plusieurs scènes de sexualité. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes, donc avec lui, mais il y en a avec Piotr, ouais, il y en a une longue. C'est pas du tout pareil. Ah bon, moi je trouve qu'elle est assez... ok. Non, mais je veux dire, c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire... Ah ouais, non, moi je suis pas d'accord sur ça. Donc il y a une scène avec lui, il y a la scène de ma première fois, enfin il y a plusieurs scènes de sexe, mais... En fait, pour moi, ce qui était hyper important à chaque fois dans les scènes de sexe, c'était de ne pas romantiser le sexe. Parce que partout dans les livres, il y a cette forme de romantisation. Les lumières tamisées, les peaux qui se... Qui fait, je sais pas, il y a beaucoup toujours de clichés et de romantisation. Et en fait, moi, je vois pas du tout le sexe de façon romantique. Pour moi, le sexe, c'est pas romantique. L'intimité, c'est romantique, mais le sexe, ça l'est pas. Et avec Piotr, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'avec Piotr, il y a aussi ce côté... mécanique dans la description dont... Oui, mais c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que autant, je crois comprendre s'il y a une sorte de baffe que Griveaux vous fait un cuni, alors que Piotr vous sodomise direct. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est et vrai. vous lui demandez si il peut vous faire un cuni, et il dit « Ah bah non, on fait pas ça en Russie ». Donc c'est exactement... Enfin, c'est un peu l'inverse quand même. Autant Griveaux... Bon, il dit est-ce que je peux changer de position ? Piotr, il vous demande rien, et vous couchez dans une truc à Pigalle. Enfin, je veux dire, on a vraiment le truc le plus excitant à côté du truc le moins excitant. Enfin, dans le meilleur coup par rapport au moins bon coup. Ça, je pense que c'est votre point de vue. Je pense que des gens seraient très excités par la façon dont j'écris le sexe avec Griveaux.
Ça dépend, je pense. Ouais. Mais c'est assez réaliste, honnêtement. Donc je pense que... Ouais, Mais on a l'impression que Griveaux a un peu une façon de coucher, un peu comme un homme un peu castré. Enfin, un mec un peu... Ah ouais? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Bon alors, alors ensuite, bon... Non, je pense que peut-être qu'il y a cette impression parce que... Bah, clairement, c'était un rapport sexuel qui n'était pas du tout sentimentalisé. Et... Enfin, dans lequel il n'y a pas de... C'était vraiment quelque chose de très mécanique et très technique. Et je pense que peut-être ce malaise, en fait, c'est peut-être du malaise qu'on ressent en se disant, mais c'est bizarre et c'est pas, ça n'a pas l'air très agréable, mais je pense que c'est la réalité de plein de rapports sexuels. Enfin, en tout cas, avant d'être amoureuse, pour moi, le sexe, c'était vraiment quelque chose. Mais je pense que c'est pas qu'avec lui, c'est dans tous les autres rapports. C'est aussi, par exemple, quand je parle de ma première fois, etc. C'est vraiment quand on fait du sexe parce qu'on le fait en fait sans amour, tout simplement. Je pense que c'est un peu très triste et très minable d'une certaine façon. Je vais passer pour une puritaine, mais c'est pas grave. Non, mais c'est surtout qu'il vous mettez dans la description à peu près tout ce qu'on peut mettre pour déprécier un mec, c'est-à-dire l'éjaculation rapide, alors que Piotr, ça dure des heures. Ah non, pas trop. Non, Piotr, ça dure pas des heures non plus. Non, mais je veux dire, on a l'impression qu'il y a une idée un peu d'humilier, non, pas la description. Franchement, je trouve pas. Vous pensez qu'il va être content? Ouais, pourquoi pas. Je sais pas, j'imagine que s'il m'a envoyé toutes ces photos, toutes ces vidéos, c'est qu'il est assez fier de ce qu'il a envoyé, donc il doit être assez content, je pense. Alors, ensuite, autre question, donc vous commencez à discuter épistolairement, enfin par message avec lui, et il vous envoie son sexe, plusieurs fois en photo, en train de se masturber. Mais... ça vous dérange pas de recevoir son sexe? On n'a pas l'impression que c'est pas comme si, vous savez, il y a des gens très connus qui envoient leur sexe à n'importe qui. Vous le sentez pas comme une agression, puisque vous aussi, vous lui voyez des trucs un peu nus, non? Je le sens pas comme une agression à ce moment-là, non, pas du tout. Ouais, du tout. Non. Même pas comme un truc dérangeant. Comme un truc un peu... Comment dire? Franchement, c'est compliqué de dire ça. En gros, j'ai ma position maintenant, ce qui est un peu différente de ma position de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais un peu... Enfin, déjà, dans tous les cas, à cette époque, je pense que j'aurais jamais dit que ça me dérangeait ou quoi que ce soit parce que j'aurais perçu ça comme étant puritain, tout simplement. Ouais. Et j'étais complètement contre ça. Enfin, je pensais qu'il fallait être libre sexuellement, quitte à faire parfois des choses qu'on n'aime pas ou accepter des choses qu'on n'aime pas. Et je suis plus vraiment en accord avec ça. Donc, par exemple, je pense que aujourd'hui, j'accepterais plus qu'on m'envoie des photos de bites. Mais ok, à l'époque, c'était pas un problème pour moi. Ouais. Mais, alors, on va en parler dans un second temps, parce que je prends vraiment l'ordre de votre livre. Ouais. Mais est-ce que vous vous dites à ce moment-là, c'est là que je ne comprends pas, vous qui êtes plutôt pas spécialement puritaine, le fait qu'il soit ministre, pourquoi? Parce qu'il est ministre, il pourrait pas envoyer sa bite? Je me suis pas dit ça. Ah non, vous n'avez pas dit ça. Non. Donc c'est tout à fait normal. Je veux dire, ce que c'est que on pourrait se dire des gens un peu coincés, puritains, pourraient dire ah bah oui, un ministre, ça doit pas envoyer sa bite. Mais enfin, je vois pas pourquoi un ministre pourrait pas avoir de sexualité. Non, je me suis pas dit ça. Voilà. Aucun moment. Pas du tout. Non, je pense pas ça, toujours pas d'ailleurs. Ouais. Mais vous les avez gardées quand même. Ouais. D'accord. Mais parce qu'elles étaient dans le téléphone ou c'était en éphémère? Non, je les ai gardées pour différentes raisons. J'ai souvent, en fait, de façon spontanée, quand on m'a posé la question, parce que j'avoue que je m'étais jamais posé la question, pourquoi tu as gardé les conversations et les vidéos et photos porno. Vraiment, je savais pas vraiment. Mais quand on m'a posé la question de façon spontanée, j'ai dit non, mais c'était pour me préserver. Et je pense que c'est vraiment la vérité. C'est-à-dire que bah, il y avait quand même, je pense que quand on est une femme, et moi je pense que j'ai vraiment intériorisé ça, je pense qu'il y a toujours un rapport. Enfin, je pense en tout cas, les filles de ma génération des années 90 ont intériorisé ce rapport dans lequel elles étaient souvent la partie faible avec les hommes, quasiment de peur vis-à-vis des hommes. Et je pense que là, bah, c'était assez évident que voilà, on est dans un rapport assez déséquilibré. Et pour moi, c'était juste une façon de garder des traces de ce qui se passait. Mais vous les avez pas envoyés en éphémère? Moi, j'ai demandé à ce que ce soit en éphémère, ouais. De comment vous avez gardé? Bah, juste en capture d'écran. Ah, on peut faire des captures d'écran des espèces d'éphémères. Et est-ce que lui a gardé vos photos?
de vos choses nues. J'en sais rien, il faut lui demander. C'est tout à fait possible. Quand on envoie quelque chose à quelqu'un, c'est possible. Et s'il est diffusé, vous le porteriez plainte ou vous trouverez ça... Non, je porterai pas plainte. Ça vous dérangerait pas? Je sais pas si ça me dérangerait ou pas, c'est pas arrivé. Non, ça me dérangerait pas trop, je pense, parce que je pense qu'on fait quand même attention à chaque fois. Enfin, en tout cas, je faisais attention un peu à ce que j'envoyais. Mais je porterai pas plainte parce que je pense que... Enfin, en fait, je suis un peu contre cette dynamique de porter plainte pour des choses liées au sexe. Donc, enfin, je trouve que c'est s'enfermer pendant des années dans une histoire qui va nous occuper alors qu'il y a tellement d'autres choses. On va en reparler après parce que je prends l'ordre de votre livre. Là, on a fini la partie sur Benjamin et après, vous allez parler de l'affaire et donc on en reparlera précisément. Bon, alors après, il y a votre rencontre avec Piotr. Alors, comme je disais au début, on vous dit, bon, on va peut-être passer les détails, mais en gros, vous faites un master, une sorte de conférence, et vous allez l'interviewer. Ouais. Et à la fin de l'interview, vous vous dites, il n'y a plus de questions, et votre seule question, c'est quand est-ce qu'on... Baise-moi tout de suite. Ouais, j'étais très attirée par lui, et c'était quelque chose qui a été... c'est quelque chose qui était assez rare pour moi. J'ai pas un rapport très... j'avais jamais un rapport très physique aux hommes, et avec Piotr, c'est une des rares personnes avec lesquelles tout de suite j'ai vraiment eu cette attirance très forte. Alors vous le revoyez. Ouais. Il vous emmène après beaucoup d'hésitation. Ouais, après vous, parce que surtout vous dites, mais attends, il a des histoires d'agression, des trucs sexuels en Russie, la prison et tout. On vous dit, il faut faire gaffe. Et alors, il vous propose de vous voir à Pigalle. Non, c'est moi qui lui propose. Ah, c'est vous? Ah, ouais. Alors, j'ai l'extrait. On va peut-être le lire. Alors, vous le revoyez donc à Pigalle. Il vous emmène dans... Je sais plus dans quel endroit il vous emmène. C'était... L'Atlas et après... L'Atlas, ouais. Et après, ça s'appelle le Sexodrome. Après, on a essayé et ensuite, on est dans un autre truc. C'est un truc qui n'existe plus d'ailleurs. Vidéo XXX, enfin... Mais et alors là, je peux lire l'extrait, ça vous dérange pas? Ouais, parce que c'est justement l'inverse de la scène avec Griveaux. C'est ça ce qui est amusant. Alors, donc vous êtes dans une cabine au Sexodrome ou à XXX. J'ai enlevé ma robe, l'ai négligemment jetée sur une des chaises et me suis accoudé au pan de mur adjacent à l'écran qui diffusait le film porno. Il a baissé mon collant et a titillé mon anus avec l'un de ses doigts pendant qu'il mettait une capote. Il a ensuite plongé sa bite dans mon cul, mis quelques coups lents, puis accéléré le rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pause, il a repris avec ardeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retiré la bite de mon cul dans l'élan du 7e. Pause. Il respirait fort, il a attrapé mon bassin, sa bite a buté contre mon périnée à la recherche d'un trou à fourrer. Je lui ai demandé de changer de capote. Il a reculé et en a cherché une dans la poche du pantalon qui est tombée sur ses chaussures. Je fixais le mur auquel je restais accoudé, cambrai au point d'avoir mal au mollet. Une fille du film porno faisait du bruit. Piotr a approché sa bite couverte d'une nouvelle capote. Il l'a enfoncée dans mon vagin, m'a baisé grave, en plein de coups vifs, en me claquant le cul, en mettant des coups profonds, en me palpant mes seins avec ses 2 mains chaudes. Je lui ai demandé de me reprendre en sodomie parce que je présumais qu'il devait aimer ça, comme tous les hommes. Il hésita car il était sur le point de finir, mais il le fit quand même. Il a éjaculé après 3 ou 4 coups dans mon cul. Voilà. Oui, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'avec Benjamin. En même temps, c'est l'homme que j'aime, donc il y a forcément un biais. Je pense qu'il y a aussi ce rapport à l'autre qui est important. En fait, quelqu'un dont juste on n'a rien à foutre, le sexe est banal. C'est pas une scène spécialement féministe, enfin Celle-ci ? Oui. Ouais, mais je pense que les féministes, c'est pas des postures. Il faut pas penser que parce qu'on est féministe, il faut s'interdire de dire certaines choses. Et au contraire, normalement, on devrait pouvoir dire ce qu'on veut. On ne doit pas stéréotyper. On doit pas se stéréotyper et se limiter pour rentrer dans le rang d'un certain type déjà de féminisme. C'est inacceptable, je crois. Et alors, parce qu'à un moment, quand vous le revoyez après, vous dites que vous n'avez pas eu d'orgasme, et vous dit pour avoir un orgasme, il faudrait peut-être faire un cuni. Et là, il dit, c'est amusant, il dit en Russie, les vieux, on paye les mecs pour faire des cunis. Alors vous dites au contraire, en France, c'est un truc de vieux mecs qui n'arrivent plus à bander, qui sont excités par rien. Et il vous dit en Russie, c'est tout l'inverse. Ouais, je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas demandé à beaucoup de Russes, mais apparemment, ouais, en Russie, les mecs ne font pas trop de cunis. Mais on a l'impression que votre rencontre avec Piotr
plus encore qu'une rencontre intellectuelle ou artistique, est avant tout une rencontre sexuelle. C'est-à-dire que même quand vous parlez de ces projets artistiques, tout vous excite. C'est-à-dire on a plus l'impression que je suis même pas sûr que vous étiez si d'accord politiquement ou vous n'êtes pas forcément tout, mais on a l'impression que il pourrait dire n'importe quoi, tout vous excite. On a l'impression que c'est une sorte de coup de foudre avant amoureux, une coup de foudre d'excitation. Peut-être d'excitation, mais par exemple, je pense pas que le sexe soit, enfin fondamentalement le sexe physique, je pense pas que ce soit la clé de notre relation, pas du tout. Et déjà depuis qu'on est ensemble, j'aurais tendance à dire que en fait, j'ai toujours pensé que le sexe était fondamental dans une vie de couple. Et depuis qu'on vit ensemble, je me rends compte qu'il y a tellement d'autres choses qui sont beaucoup mieux que le sexe. Donc, je dirais pas que le sexe est vraiment ce qui nous lie le plus, loin de là. Mais après, il me stimule. Est-ce qu'avec le temps et le couple, la sexualité est devenue plus molle ? Non, enfin, plus répétitive ? C'est évident, ça devient plus banal d'une certaine façon, mais il y a... Enfin, si on parle techniquement, on va dire, mais après, il y a des choses qui se développent et qui sont, à mon avis, beaucoup plus fortes. Par exemple, l'intimité, l'intimité dans le sexe, et pour moi, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus intéressant que juste le sexe technique, on va dire. Oui. Alors, il vous offre un vibromasseur. Ouais. D'ailleurs, il a été saisi lors de la perquisition, non, je crois. Ils ont joué avec, mais ils l'ont pas saisi. Et alors ensuite maintenant vous commencez à raconter, ensuite maintenant on va rentrer dans des faits que les gens connaissent plus. Alors un fait mais qui est pas passionnant, alors on va quand même l'évoquer, mais je sais pas si c'est vraiment très très intéressant, et surtout c'est un peu compliqué et un peu confus, mais on en avait parlé dans les médias. C'était une soirée chez Juan Branco, où il y a une histoire que Piotr aurait agressé au couteau quelqu'un. Alors vous racontez la soirée, mais on comprend rien. Je comprends pas bien pourquoi il y a eu une bagarre. On a l'impression que ça me paraît un peu accessoire. C'est, je pense, comme beaucoup de bagarres, surtout des bagarres de Nouvel An, c'est toujours un peu confus. Ce qui était intéressant pour moi, c'était la vision des gens par rapport à cet événement et le positionnement des gens, c'est-à-dire que ces personnes qui au final ont provoqué et qui ont donné des coups assez violents, notamment ils ont pété une bouteille de champagne sur la tête de Piotr, se sont automatiquement et de façon défensive, parce que bien évidemment elles avaient fait ça, elles se sont positionnées comme des victimes, elles ont été portées plainte en tant que victimes, et en fait j'ai compris que inverser ce type de narratif, ça devenait très difficile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se positionne comme victime, il y a un peu ce côté on ne veut pas taper une deuxième fois sur la victime, alors qu'en réalité, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et déjà, donc à la base, c'est un d'eux qui était là pour clairement provoquer à peu près tout le monde à la soirée. Enfin, c'était un peu... Je voulais montrer un peu tout ce bordel et aussi comment le positionnement de chacun, donc eux qui se positionnent comme victimes et Piotr qui rejette complètement ça par principe, comment ce positionnement déjà impacte en fait sur la vérité et ce qui s'est réellement passé. C'était pas des victimes et mon homme n'était pas un total coupable. C'était beaucoup plus complexe. Il y a eu un procès ? Je pense qu'il y aura un procès, mais pas encore. Ah, il n'a pas encore eu lieu, ouais. Mais il y a que Piotr qui est impliqué ou d'autres gens ? Bah non, évidemment, il est le seul évidemment à être impliqué parce qu'il a refusé de porter plainte contre les autres et évidemment le parquet n'a pas jugé que... Enfin, en fait, le parquet juge que quand on tape, on casse une bouteille de champagne sur la tête de quelqu'un, ça requiert des poursuites, mais pas quand c'est contre la tête de Piotr Pawlenski. Et vous savez pas quand le procès aura lieu ? Non. Mais c'est retenu violence avec arme Honnêtement, je suis pas très sûre. Je regarde pas trop ce genre de truc. Et est-ce que vous avez peur encore aujourd'hui qu'à cause de cette histoire, Piotr aille en prison ? Je sais pas trop. Honnêtement, je me pose pas la question. Alors justement, quand vous le lendemain, enfin je suis pas là, les flics débarquent et là, Piotr, c'est un peu lunaire parce que Piotr vous dit, je vais en cavale. Et il vous dit, il faut que tu sois prête, la vie doit devenir sérieuse, on va aller en cavale. Mais là où c'est un peu lunaire, c'est que c'est pas une histoire très grave, c'est pas non plus un meurtre. Donc on comprend pas pourquoi, on a l'impression qu'il y a une... Oui, ce que je veux dire, c'est que pour une histoire qui est une histoire de violence, de bourret en boîte de nuit,
il veut partir carrément en cavale, alors que c'est pas, y a pas, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais en fait, à ce moment-là, il ne savait pas, en fait, on savait pas, le dossier était très déséquilibré parce que il y avait en fait ce groupe qui s'est organisé, qui ont été portés plainte en série et témoigné en série, et en fait, les flics n'avaient pas eu le temps d'auditionner les autres personnes, donc les autres personnes à la soirée qui ne faisaient pas partie de ce groupe. Donc il y avait un dossier complètement déséquilibré, complètement à charge. Et à ce moment-là, donc Piotr avait déjà l'idée de réaliser Porno Politique et il disait non mais il y a de fortes chances que je me retrouve en détention provisoire à cause de ce dossier déséquilibré et que je ne puisse pas réaliser mon événement. Et c'est une chose qu'on doit bien savoir sur Piotr, c'est que tout ce qui concerne son domaine créatif et artistique, c'est, je pense... Enfin, et en fait, il acceptera jamais que rien ne se mette entre lui et son art. Donc, clairement, il pouvait pas accepter que cette bande de provocateurs, bagarreurs, petits non-invités, je les appelle, je crois que cette bande-là se mette en travers de lui et de ce qu'il était en train de réaliser à ce moment-là. Donc très, très rapidement, je pense qu'il a eu beaucoup de situations de crise dans sa vie déjà, et il sait réagir très rapidement mais ce qu'on pourrait vous très dire, efficacement. pour attaquer un peu, c'est que c'était chez Juan Branco, c'était dans le 6e. Vous voyez ce que je veux dire? Ça restait un truc un peu mondain, un peu, bon... bagarre de gens un peu intégrés quand même. Mais vraiment mais ces personnes-là, on ne savait pas qui elles étaient. Enfin, si après on a su qui elles étaient, mais vraiment, enfin, c'était vraiment cet effet de dossier vraiment à charge et des accusations qui en plus étaient extrapolées, enfin qui étaient fausses déjà. Et enfin, je sais pas, on a pris ça très au sérieux. Trop peut-être. Je sais pas si on a pris ça trop au sérieux. Je pense qu'on a eu une réaction assez normale. En tout cas, on n'était pas sûr et je pense que c'était normal. Alors, maintenant, on va parler de... Donc, on arrive dans le récit. On va parler de Porno Politique. Et là, alors, je vais lire peut-être un petit extrait. En gros, alors là, on passe un petit peu. Attendez, excusez-moi, je prends juste parce qu'il faut qu'on soit précis. Je vais prendre juste, c'était la page 328. Donc, la vidéo Benjamin Griveaux se masturbe est diffusée sur Porn Politique. Et là, vous vous retrouvez en garde à vue. Et alors, là par contre, votre défense, je veux dire que je comprends pas. Non mais... Alors, la question, c'est que c'est pas une défense juridique du tout. Je comprends. Non, mais c'est que. Alors, je pense. Moi, c'est aussi. Je pense que le livre a dû être lu par un avocat. Ouais, mais ils n'ont pas du tout Et alors, de possibilité de. Ils n'ont pas du tout de possibilité de modifier. J'ai l'impression que dans votre défense, vous êtes un peu. On a l'impression pieds, poings liés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous voudriez peut-être dire des choses. Et que vous êtes un peu... Ah non, c'est pas du tout le sentiment. Ah, okay. Non, c'est pas du tout. Parce que vraiment, ils n'ont eu aucun impact sur ce chapitre. Alors, justement, vous dites... Alors, vous vous retrouvez donc, garde à vue, ensuite déféré. C'est très dur le dépôt, hein, c'est très compliqué. C'est de la merde, ouais. Et là, vous dites, en termes juridiques, non. Eh bien, personnellement, je dirais que c'est mon rapport aux hommes qui m'a conduite au dépôt, donc en garde à vue. Donc, qui m'a amené à ce qui s'est passé. Ma tendance à les prendre un peu pour des cons et à m'organiser pour ne pas être la victime dans le rapport de force qui nous lie, à un moment donné au cours d'une relation. En termes juridiques, ils traduisent cela par atteinte à l'intimité de la vie privée d'un homme par conservation de photos et vidéos pornographiques qu'il aurait filmées et envoyées. En gros, on m'aura reproché... Voilà la phrase. En gros... On m'a reproché d'avoir conservé les photos et vidéos de la bite de Benjamin au cours de notre relation épistolaire. Je sais, c'est absurde, pas très sérieux comme infraction. C'est vrai. C'est bien qu'on vous a pas reproché ça. Ah bah si, c'est ce qu'on me reproche. En premier lieu, on me reproche ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un article du Code pénal qui est très peu connu, qui interdit Alors, ça se discute juridiquement. Par exemple, moi, je suis pas d'accord avec l'interprétation qui est faite de cet article, et mon avocate non plus. On verra ce qu'il en est. Mais par exemple, on me reproche en premier lieu d'avoir archivé les vidéos porno. Pour me concernant, sur la diffusion, il y a absolument, il y a pas d'éléments. Il va falloir qu'ils galèrent pour prouver quoi que ce soit à ce niveau-là, parce que. Mais alors, en fait, parce que donc vous en avez parlé dans une. Parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet de conservation qui est illégal, et il y a le volet de diffusion qui concerne davantage Piotr.
Mais moi, par exemple, je suis vraiment, enfin, je considère pas avoir fait quelque chose d'illégal en conservant ces vidéos et je les ai pas, j'ai pas participé à la diffusion, donc dans tous les cas, enfin, je considère que je suis innocente sur Mais les alors, deux volets. parce que vous, ce que vous avez dit aux enquêteurs, enfin, à peu près dans une interview d'M6 aussi, vous l'avez à peu près dit, où vous avez dit en gros que Piotr vous avez volé. Ça, c'est Piotr qui a dit ça. Moi, j'aime pas utiliser ce mot-là. Ça me fait mal. Voilà, Piotr vous avez pris, en fouillant sur votre ordi, les vidéos et les aurait diffusées. Et là, à peu près tous les médias ont dit, évidemment que c'est... Enfin, peu de gens l'ont cru. Mais les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais en même temps, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais commencer à projeter sur une personne aussi, comment dire, exceptionnelle et particulière, et je dis ça de façon tout à fait objective, que Piotr, ou déjà sur, projeter des dynamiques de relations sur notre relation qui est déjà pas une relation commune, c'est complètement stupide. En fait, les gens ne peuvent pas comprendre ce qui nous a animés et ce qui nous a liés et ce qui nous a opposés dans l'ensemble de notre relation. Enfin, pour moi, c'est pas très important honnêtement ce que les gens pensent, est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils y croient pas, parce que... Mais ce que je veux dire, c'est que vous le lâchez un peu, parce que vous auriez pu dire très bien... je lui donnais, etc. Alors que là, c'est un peu, c'est pas moi, c'est l'autre. Vous voyez, c'est un peu, non, parce que c'est son œuvre, et c'est lui qui l'a dit en premier. Moi, au début, je voulais absolument, je savais pas comment me positionner vis-à-vis de ça, parce que y a quand même ce critère de, je sais pas comment dire, de loyauté, mais dans un couple, mais clairement, je voulais pas le balancer, mais c'est lui qui s'est posé là-dessus, et pour lui, c'était de toute façon très important parce qu'il revendique ça comme son œuvre, et un artiste signe son œuvre, et c'est pas la compagne de l'artiste qui signe l'œuvre pour lui. Vous auriez pu être solidaire, parce que là, vous avez un peu, comment dire, voilà, vous avez dit, non, il me les a volés, moi j'y suis pour rien, il était juste sur mon ordi. Vous auriez pu dire, je lui ai donné, etc. Alors que là, vous vous mettez du coup hors de cause, etc. Bah ouais, mais en même temps, c'est la vérité, il l'avait dit, donc je vais pas mentir pour m'approprier quelque chose. Il y a aussi ce rapport qui est un peu ambigu, c'est-à-dire que clairement, c'est son œuvre. Et on a essayé vraiment de faire de moi, quasiment de m'ériger comme co-artiste presque, ou en tout cas co-personne de cette œuvre, mais pour moi, c'est quasiment de la violation de propriété intellectuelle. C'est pas mon concept, c'est pas mon œuvre, c'est pas ma création, c'est pas moi qui ai fait les images, c'est pas moi qui j'ai rien, vraiment j'ai un rôle assez passif là. Le seul rôle vraiment que je peux revendiquer, c'est d'avoir été archiviste d'un certain type de contenu. Et j'ai fait l'interview avec Cicciolina aussi. Oui, mais alors ce qu'on peut se demander, c'est que peu de gens, et vous allez nous l'expliquer, ont compris le message. C'est-à-dire que si le message... il y a plusieurs messages qui auraient été possibles. C'est-à-dire, il peut y avoir un premier message qui est de dire... ce serait un message assez puritain, moraliste, en disant « Regardez, c'est honteux que les hommes envoient des bites, c'est des agresseurs, il faut balancer le fait, les hommes qui envoient leurs bites, parce que c'est une agression. » Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit votre message. Je pense. Je n'ai pas l'impression que ce soit votre message, puisque au contraire, vous envoyez vous-même des trucs, et vous n'êtes pas là, une mère la morale, en disant les hommes qui envoient leur bite doivent aller en prison. Bon. Après, il y aurait un message qui est de dire, d'une certaine façon, il y a une hypocrisie dans la société française qui dit qu'il est marié, alors qu'en fait, il drague des nanas, il envoie sa bite, et je la dénonce. Mais dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que dans votre message qui serait un peu anti-moral, anti-puritain, pourquoi vous n'avez pas ensuite soutenu Griveaux ? En fait, pourquoi vous n'avez pas dit Griveaux a envoyé sa bite, tout le monde a eu sa bite, et il doit rester candidat parce que justement ça montre qu'on peut montrer sa bite et être candidat. Non mais il y a deux choses. Il y a le message de Piotr parce que c'est son œuvre. Moi par exemple, je peux comme tout spectateur de cette œuvre avoir un avis. Mais moi, j'ai pas un message à donner dans ce projet, dans le projet porno politique. J'ai aucun message à passer. C'est pas mon projet. Alors je connais Pio, donc je peux un peu comprendre ce qui l'a intéressé dans la réalisation de ce projet. Alors, mais je pense que c'est mieux s'il en parle. Il en parlera après, mais c'est bien de ce que je sais, c'est que depuis très longtemps, il voulait travailler allier la politique et la pornographie. Je crois déjà depuis, il te confirmera, mais 2014, je crois. Et il savait juste pas comment le faire. Et après, ça, c'est pas mon analyse, même si je le sentais depuis très longtemps. Mais récemment, un historien de l'art a fait une critique
sur l'œuvre. Et il a fait le rapprochement entre une œuvre de Gustave Courbet, une critique visuelle, parce que Piotr est un artiste visuel, donc il travaille avant tout sur l'image, c'est ce qui l'inspire le plus. Et il a fait une critique visuelle de l'origine du monde de Courbet et de cette image maintenant très connue de la bite de Benjamin Griveaux. Et en fait, quand toute l'histoire, je pense vraiment qu'il y a vraiment un lien peut-être inconscient, parce que Piotr est un grand admirateur de Gustave Courbet. Et je pense que vraiment, il y a eu cet impact visuel chez lui en tant qu'artiste, et il a senti que c'était ça qui était intéressant. On sait bien qu'à un moment où c'est sorti, il y a eu un lien entre Piotr et Juan Branco. Ouais, mais ça, je pense que c'est... Juan Branco, qui à l'époque, on était dans le mouvement des Gilets jaunes. Juan Branco, leader contre Maison, avec Maxime Nicole. C'est-à-dire que je pense pas que Juan Branco s'intéresse beaucoup à l'art. Donc à partir du moment où ça sortait de l'art et ça devenait politique. Oui, mais en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui a été complètement extrapolé. Ça fait, je pense, partie d'une campagne de désinformation, honnêtement, parce que, en fait, Juan Branco, c'est un type qu'on connaissait depuis très peu de temps. Et juste, Piotr avait rompu avec son avocat, donc il avait absolument plus aucune avocate. Enfin, il n'avait pas d'avocat, il n'avait pas de contact avec des avocats. D'ailleurs, quand Juan Branco a été empêché pendant la garde à vue, quand il a été empêché de le représenter, pendant plusieurs jours, il est resté sans avocat parce qu'il ne connaissait vraiment personne il avait personne vers qui se tourner. Et il est juste devenu avocat, en fait, à un moment. Mais toute cette création autour du fait que Juan Branco a participé au projet, c'est complètement... C'est fou, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est du fantasme. Donc, Juan Branco n'avait pas eu de lien avec le projet? Ah, mais aucun. Il a juste été avocat de Piotr et moi à un moment. Enfin, il n'a même pas été, parce que du coup, il a été interdit de l'être, mais il a absolument aucun lien. Ça, c'était complètement du fantasme. Et est-ce que vous... C'est comme les gens qui ont dit que j'étais d'extrême gauche, mais c'est un truc de ouf. J'ai rien à voir avec ça. Et quand disons, la vidéo est sortie, est-ce que vous trouvez que Benjamin Griveaux aurait dû rester candidat à la mairie de Paris? À titre personnel, ouais, je pense que ouais. Et je pense que c'était pas du tout incompatible d'ailleurs. Pourquoi alors vous l'avez pas soutenu? Pourquoi vous l'avez pas dit? Parce que j'ai pas beaucoup parlé déjà et on m'a pas posé la question. Je pense vraiment qu'il aurait... Vous pourriez dire, non, mais moi je pense que c'est absolument pas incompatible. Déjà j'ai fait une interview de Cicciolina que je respecte beaucoup comme je sais pas comment elle se décrit, elle se présente aussi comme une artiste performeuse, je pense, mais je la respecte comme à plein de niveaux, et je pense que c'est pas incompatible une carrière en politique et une carrière de pornostar. Donc en fait, vous auriez aimé que Benjamin Griveaux devienne la Cicciolina? Je sais pas s'il a les compétences. Vous voyez que l'inspirait pour ses projets de carrière? Pourquoi pas. Je pense que c'est un modèle assez noble. Ouais, la Cicciolina, c'est un modèle noble. Et alors vous dites, en réalité, je n'ai jamais eu l'intention de détruire la vie d'un ex. J'étais bien trop heureuse pour cela, je ne crois pas avoir eu un jour la possibilité de le faire. J'ai presque toujours été dans toutes mes relations avec les hommes la partie faible. Mais... Bon, ça lui a un peu détruit sa vie, Benjamin Griveaux. Je pense pas que ça lui ait détruit sa vie. Je pense que c'est la position. Non, mais je raconte après, quand j'étais dans le magazine, quand j'étais dans la maison d'édition, quand on s'est caché dans la maison d'édition du magazine Actuel, donc il y avait plein de le magazine Actuel, vous voyez ce que c'est? Ouais, il y avait plein de magazines, donc d'anciennes covers, etc. Il y avait par exemple une cover de Serge Gainsbourg qui pose, donc il y avait son visage et dessus c'était écrit. Mon zizi est partout, mais mon visage est dans Actuel. Et en fait, je pense que c'était pas... En fait, fondamentalement, c'était pas un drame pour lui. C'est lui qui a dramatisé la situation, à mon avis. Je pense que c'est... Bon, quand même, on raconte aujourd'hui dans le revenge porn qu'il y a des filles... je sais pas, qui ont toute une vie, qui sont à l'école, au lycée. Mais c'est pas du tout la même chose. Et on diffuse leur sextape et la pauvre fille, du coup, elle est désespérée. Sa mère la regarde plus, ses potes se moquent d'elle. Non, mais c'est pas du tout pareil. Ça, c'est justement un truc que j'écris sur ça. Expliquez-nous. Non, mais les gens qui commencent à comparer Benjamin Griveaux, 45 ans, une famille, 20 ans de carrière en politique, à une adolescence sans expérience dans la vie, enfin, ça va, quoi. C'est un peu comme
quand il dit j'avais confiance en cette fille qu'il a vu 2 heures dans sa vie, à qui il parlait sur Internet. Enfin, ça, c'est un comportement d'adolescent, je sais pas, sur MySpace. Tu avais un amoureux sur Internet que tu connais pas et il te quitte et tu dis il m'a brisé le cœur. Enfin, ça va, c'est des comportements. Enfin, comparer, en fait, c'est comparer l'incomparable. On peut pas dire que tout est la même chose. On peut pas dire qu'un vieil homme de 45 ans, c'est la même chose qu'une adolescente de 12 ans. Enfin, c'est juste alors, pas il y a possible. quand même une chose étrange, c'est que j'ai plutôt l'impression que vous êtes contre la cancel culture, enfin que vous êtes plutôt... Ouais. Non, Pourquoi mais... Non, mais pourquoi? mais fondamentalement, j'ai quand même l'impression que vous êtes relativement libertaire, enfin relativement contre la cancel culture, relativement... voilà. Et pourtant, quand la vidéo, alors d'après les informations qu'on a eues, vous allez peut-être nous infirmer ça, vous avez au départ proposé de la donner à Mediapart. Ah non, j'ai non aucun contact c'est faux, avec parce que Mediapart. c'est ce qu'elle dit dans Mediapart. Vraiment, il Ah n'y a non. pas eu de lien avec Mediapart. Non, moi j'ai aucun contact avec Mediapart, je les connais. Enfin, Parce que le journaliste, le patron de Mediapart a dit que vous leur aviez proposé Non. là et qu'ils avaient refusé. non, moi j'ai Non. aucun contact avec eux. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous n'avez pas à un moment dit Benjamin Griveaux, tout ça, ok, bien sûr, pendant politique, ok, mais là, forcément, il y avait une candidature à la mairie de Paris, il allait quasiment être maire de Paris, et donc ça bouleversait le jeu des élections. Donc, ce qui était très bizarre, c'est que vous saviez que ça bouleversait le jeu des élections, et est-ce que vous aviez, parce que, je sais pas, vous aimiez un autre candidat, vous n'auriez pas voulu qu'il soit maire de Paris, est-ce qu'il y avait une raison à ça? Parce que c'est pas un hasard, genre, peut-être c'est une coïncidence temporelle, mais c'est comme si quelqu'un sort, je sais pas, alors que c'est Macron qui va être élu dans 8 jours, quelque chose contre Macron, et dire bah non, c'est juste un hasard. Non, Ok, je pense que sur tout ça, c'est Piotr qui devra répondre parce que c'est clairement son truc. Donc il répondra mieux que moi. Moi, je pense juste que. Mais je pense que ça aurait pas. Oui, mais je parle pas de ça dans le livre. Je parle plus en fait du rapport de moi en tant que. Enfin, en gros, pour moi, toutes ces histoires, c'est pas très intéressant, honnêtement. Toutes ces petites histoires politiques, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et je pense pas que ce soit très intéressant en réalité. Par contre, je suis pas d'accord sur ce que vous dites, que ça a bouleversé le jeu des élections. Par exemple, il y a eu, je crois, quelques mois plus tard seulement, il y a eu un type, je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est un mec du Rassemblement National. Ça devait être pendant les régionales, si je me trompe pas. Il y a des photos de lui nu aussi qui ont fuité. Et en fait, sa position, il a complètement dédramatisé cette information. Et au final, il a continué sa campagne et tout le monde, enfin, personne n'en a rien de mieux à foutre. Il était candidat à un tout petit truc. Ouais, mais la mairie de Paris, je crois qu'il était coiffeur. Ah ouais? Je sais pas, j'en sais rien du tout. J'ai juste vu cette info. Mais non, mais la mairie de Paris, c'est pas non plus un truc de dingue. Enfin, Benjamin Griveaux, c'était pas non plus une figure internationale. D'ailleurs, il est devenu une figure internationale grâce à Porno Politique. Par exemple, sur un truc débile, je sais qu'à cette époque-là, le New York Times a fait 3 articles sur Porno Politique, donc en parlant de Benjamin Griveaux. Mais avant, il y avait, je pense, il y avait aucun article du New York Times qui a jamais évoqué Benjamin Griveaux. Enfin, il était vraiment une figure locale. Et vous allez lui envoyer votre livre? Non. Non, quand même pas. Non, il l'achètera. Mais vous pourriez le revoir? Moi, j'ai aucun problème. Non, amicalement, ouais. Bah, ça va, on n'est pas potes non plus, faut pas exagérer. Mais ça va, je changerai pas de trottoir si je le croise dans la rue. Quoi. Et vous racontez alors votre garde à vue donc au dépôt. Et c'est assez étonnant parce qu'on dit souvent que les gens au dépôt, dans ces moments-là, se mettent à réfléchir à leur vie. Et vous, au contraire, c'est-à-dire que vous avez tout de suite eu de la haine pour, en quelque sorte, les flics, la justice, etc. Vous dites, je ne saurais expliquer pourquoi, mais dès qu'on se retrouve en garde à vue, les flics deviennent nos ennemis. C'est instinctif. On a envie de les provoquer, de se moquer d'eux et de leurs règles à 2 balles. Et on a l'impression que, on pourrait dire dans ce sens-là que la justice n'a servi à rien, parce qu'en fait, vous n'avez pas du tout de regrets, quoi. Je considère que j'ai pas de regrets à avoir. Ouais. Non, je considère que j'ai pas de regrets à avoir. Et je sais pas, non, c'est juste.
je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est pas vrai. Je crois que j'écris ça, cette nuance, que les gens disent quelque chose, mais en réalité, je pense que, enfin, ils disent quelque chose pour avoir une bonne image, donc ils disent, j'ai pensé à toutes mes erreurs, ils font acte de repentance parce que c'est ce qu'on attend de quelqu'un qui est confronté qui se confronte à la justice, enfin, en tout cas que la justice confronte plutôt, on va plutôt dire comme ça. On attend ça en fait, cet acte de repentance. Moi, honnêtement, c'est genre, je pense déjà que j'ai pas du tout à me repentir de quoi que ce soit, et quand bien même j'aurais quelque chose à me repentir, je pense que je le ferais pas. Ça me ferait chier, honnêtement, parce que je sens que les gens attendent ça. Mais le procès a eu lieu ou pas? Non, pas encore, le 23 juin. Mais le nombre de Il va être content, votre avocat. Mais non, mais parce que mon avocate est d'accord avec moi. Elle considère que j'ai rien à me reprocher, donc elle considère pas que j'ai à m'excuser. C'est quand le procès? 28 juin. Ah. Et donc elle considère pas que j'ai à pleurer dans les chaumières pour des choses que je n'ai pas faites. Enfin, non, je considère que j'ai pas. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est le truc qu'on m'a le plus demandé. Est-ce que vous avez des regrets? J'ai l'impression d'être au Moyen Âge et qu'on me fout sur l'échafaud et qu'on me demande allez pleurer. Vas-y, pleure. De toute façon, on va te couper la tête, mais vas-y, pleure. Enfin, je sais pas si on coupait la tête, c'est quand même un peu vieux. Ah, si on coupait. Mais votre avocat vous a peut-être dit, mais pour que vous soyez moins condamné, il faut que vous disiez que vous ayez des regrets, que vous avez. Bah ça, c'est un peu, c'est déjà même pas vraiment mon avocate qui m'a dit ça, enfin parce que mon avocate actuelle, si elle m'avait dit ça, je serais pas avec elle. Enfin, mon avocate actuelle est vraiment dans cette, c'est pour ça que je la trouve absolument incroyable. C'est Noémie Saïdi-Cotier, et elle est vraiment dans cette démarche très humaine, et elle comprend. Enfin, elle est pas prête à, enfin, elle est d'accord avec moi sur le fait qu'il faut pas tout accepter, et il faut pas faut pas dénaturer sa pensée, ses convictions pour juste avoir une bonne image. Et évidemment, ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde si je pleurais, que je disais que j'aboyais avec les loups, je sais pas. Et votre avocate vous a dit que Piotr avait un risque d'incarcération ou non? Franchement, c'est une atteinte à l'intimité de la vie privée. Quand l'interview sera diffusée, il y aura plus de suspense, mais on va être honnête. Normalement, ça va. C'est une atteinte à l'intimité de la vie privée. C'est pas un crime très sérieux. Je l'écris d'ailleurs. Je sais pas ce que. Vous êtes journaliste, vous en aurez sans doute des procès pour atteinte à l'intimité de la vie privée, à peu près 10 dans votre carrière. Oui, mais peut-être là, c'est plus. Non, il y a un critère sexuel qui est un tout petit peu aggravant, mais c'est pas grand-chose. Oui, d'ailleurs, vous dites. Alors, puis quand même, Piotr va se défendre, il va défendre la liberté artistique, et j'espère qu'en France, la liberté artistique prévaudra sur le droit à l'intimité de la vie privée. Mais c'est assez mignon parce qu'il y a un passage de votre livre où vous parlez de ça vers la fin, et on sentait que vous en avez tellement marre que c'est écrit, mais à toute vitesse. Ah ouais. Je crois que vous l'avez pas relu. On sait même pas, c'est même plus. On a l'impression vraiment que vous. Oh merde, et vous racontez. Je vais là. Ceux qui ont parlé de revanche porn plutôt que porn de d'évaluation. Et ça, c'est chaud, hein. Et ça, c'est chaud. Parce que ce sont principalement des juristes ou des avocats qui se répriment. Là, sorte évidemment, ce ne sont pas des avocats sérieux, ce sont seulement des avocats cons. Non, mais là, c'est le chapitre qui s'appelle Les cons, et ça, pour moi, c'était un chapitre important. Je me suis un peu battue pour qu'il soit dans ce bouquin, et ok, il a été un peu retravaillé, je le reconnais, mais c'est un chapitre pour moi. Retravaillé par votre éditrice? C'est moi qui l'ai complètement retravaillé, mais à la base il était beaucoup plus vindicatif, mais il était impossible. Peut-être qu'un jour je le publierai je sais pas, d'une certaine façon, enfin je publierai la première version, mais pour moi c'était très important, parce que pour moi ce qui était important de montrer, c'était que quand on laisse entrer dans sa vie un sentiment aussi extrême que l'amour, d'autres sentiments tout aussi nobles, à mon avis, s'expriment. Enfin, on autorise en fait d'autres sentiments à s'exprimer, et des sentiments comme la haine, par exemple, ou la colère. Et c'est un chapitre vraiment pour moi qui était important, parce que après Pornopolitique, enfin en tout cas après la vague médiatique de Pornopolitique, j'avais énormément de haine contre les gens qui ont menti sur moi, qui m'ont diffamé, qui m'ont dénigré, enfin qui m'ont clairement jeté des seaux de merde sur la tête. Et je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres femmes. Alors c'est souvent pas dans le même contexte, par exemple des femmes qui portent plainte dans le cadre de MeToo, donc contre des personnes célèbres, qui malgré elles portent juste plainte et elles deviennent des figures publiques, et les médias les dénigrent et les diffament. Et je sais qu'il y a cette haine, et c'est ce qui était important pour moi, c'était de montrer en fait à la fois cette
Ouais, de montrer tout simplement cette haine et cette rage qu'on peut ressentir dans ces conditions quand tout le monde dit n'importe quoi et on se dit mais des gens ne prennent même pas le temps de réfléchir, et aussi montrer à la fin du chapitre un peu les techniques qu'on a pour garder un peu pour se sortir de ça, quoi, et pas complètement devenir timbré, parce que vraiment ça peut créer des... Mais moi, le message un peu pour vous défendre, politique, que je verrais à ce que vous avez fait, si je peux, voilà, je sais pas si c'est ce que vous pensiez, mais moi j'aurais, si je vais vous défendre, avec là, j'aurais ça, c'est que relativement, on trouve que quand même le gouvernement Macron est quand même responsable d'une montée de puritanisme, de montée de la cancel culture, du montée d'un truc hyper hygiéniste, puritain, à donner des leçons de morale, à dire ah bah lui est là, tel artiste, parce qu'il a eu une histoire sexuelle il y a 10 ans, il peut rien faire, etc. Et en fait, c'était peut-être une façon aussi en disant bah regardez, celui qui donne sa leçon de morale, il envoie sa bite, quoi. C'est intéressant, il faudrait demander à Piotr ce qu'il en pense de ça, mais... C'est pas votre vision. Je vois pas ce lien évident, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi le principe d'une œuvre. Enfin, lui Piotr a proposé son œuvre, et en fait il faut pas, enfin ok, l'artiste bien sûr présente son œuvre et son but c'est, je pense, de la rendre publique en fait dans un premier temps, et après chacun voit les choses à sa façon, et vous avez cette interprétation, et c'est une interprétation originale et je la trouve ok, pourquoi pas. Enfin... moi j'avais l'impression que c'était une interprétation que je pensais que c'était même l'interprétation principale, non, mais ok, non, trompé, je crois pas. Non, pas du tout. C'est votre truc. Parce que vous, c'est quoi votre interprétation? Mon interprétation, ça c'est intéressant ça. Franchement, c'est un peu compliqué parce que si je suis honnête, quand Pornopolitique a eu lieu, j'étais un peu dans un flou. Honnêtement, je comprenais pas vraiment, je comprenais pas trop l'œuvre, et je comprenais pas le projet, et je comprenais pas grand chose, et j'étais un peu paumée, honnêtement. Et en fait, avec le temps, j'ai compris ça comme... Enfin, avec le temps, et aussi travailler au contact de Piotr, parce que maintenant, il a organisé des expos du projet, il écrit aussi beaucoup de théories qui incluent ce projet. Il y a beaucoup d'historiens de l'art aussi qui ont parlé de Pornopolitique. Et un peu en voyant tout ça, je le vois vraiment comme une œuvre de cohérence dans le parcours artistique de Piotr. Mais j'ai pas une interprétation politique de ce projet, par exemple. Pas du tout. Quel était le message, alors? Je sais pas, franchement, il faut lui demander. On va lui demander après. Ouais. Mais moi, le message de Pornopolitique... Parce que vous le dites pas dans le livre, en tout cas. Parce que c'est pas mon rôle de le faire. Ouais. C'est pas mon rôle, je pense, de le dire. C'est pas moi l'artiste. On en revient sur la première question. Quand on se dit qu'il y a... ce livre, d'habitude on écrit un livre pour expliquer ce qu'on a fait. Alors, je sais pas, quelqu'un, on a fait un truc condamnable ou condamné, on écrit un livre de 400 pages, je sais pas, tous les gens qui ont des affaires judiciaires pour dire ah ben non, il faut comprendre, en fait c'est une explication. Vous, c'est pas du tout ce que vous avez fait. Vous tentez pas, on va dire, si les gens avant de lire le livre, c'est pas qu'à la fin du livre on se dit ah, Alexandra Taddeo avait raison. C'est pas du tout pour justifier. Je voulais pas du tout faire ça. C'est plutôt un livre plus moi sur une histoire amoureuse où vous jugez pas et vous analysez pas. Je voulais pas du tout faire ça. Je trouve que c'est assez minable comme démarche, honnêtement. Pour moi, c'est juste je voulais pas du tout que mon livre soit perçu comme un outil de com. Et je pense que ça allait pas. J'ai essayé jusqu'au dernier moment de faire qu'Alexandra reste assez désagréable. Et je voulais pas. Enfin, je voulais pas rentrer dans ce truc-là. Non, j'ai vraiment écrit ce livre parce que vraiment, la recherche de l'amour depuis que je suis jeune, c'est vraiment le grand... En fait, je voulais vraiment être amoureuse et connaître l'amour. Et c'est sans doute cette chose... C'est la seule chose pour laquelle je suis restée constante. J'ai toujours changé, je savais jamais ce que je voulais. Mais par contre, je sais que je voulais l'amour. Je savais ça. Et même quand... la vie me montrait que c'était quasiment impossible. À un moment, clairement, à la fin de la première partie, j'avais encore un peu d'espoir, mais clairement, j'avais l'impression que c'était impossible. Et quand même, c'est devenu possible pour moi parce que je considère que j'ai vécu le grand amour, que je vis le grand amour. Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai voulu exprimer en premier lieu. Pour moi, Pornopolitique, on va dire du côté, pas projet artistique, parce que ça me concerne pas, mais affaires judiciaires qui me concernent.
pour moi, c'est juste une difficulté que j'ai éprouvée dans ma relation avec Piotr, mais ça aurait pu être une autre difficulté, ça aurait pu être, je sais pas, la maladie ou un décès ou vraiment une expérience vraiment forte. Et c'est juste ça, c'est juste une grosse, enfin quelque chose qui aurait pu soit détruire complètement notre relation parce que c'est quelque chose de dur d'une certaine façon, ou nous rassembler. Et pour le coup, cette épreuve, je dirais que vraiment, elle nous a rassemblés. Et ça vous dérange pas d'être plus sympa dans la vie que vous laissez paraître dans votre livre? Non mais oui, ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai lu le livre, j'ai fini hier soir, je me dis, oh putain, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je me suis dit, mais parce que j'avais très très peur de l'émission. Enfin, je me suis dit, ça va être atroce. Et en fait, j'ai l'impression que dans le livre, vous faites passer un peu pour une image d'une maîtresse femme assez, voilà, qui sait, assez dure, assez violente, assez nos limites et tout. Et en fait, vous êtes beaucoup plus sympathique que ça. Non, mais en fait, c'est pour ça que je considère que c'est une des raisons pour lesquelles je considère que c'est un roman, c'est que clairement il y a quand même une projection, c'est-à-dire que ce personnage d'Alexandra, ses expériences sont inspirées d'expériences de ma vie. On partage en fait on va dire un background similaire, mais elle est différente de moi. Elle est juste déjà il y a une différence dans la façon dont on a vécu les choses, c'est-à-dire que tout ce qu'Alexandra exprime dans le livre, le personnage, c'est toutes des choses que je n'ai jamais osé dire. Donc bien sûr, dans la vraie vie, on va dire, je suis beaucoup plus polie, je pense, que ce que je ressens véritablement. Mais bon, l'intérêt aussi du livre, c'est je pense aussi d'exprimer ce qu'on n'est pas capable de dire pour être sympa, quoi. Et est-ce que vous avez des choses que vous avez demandé de retirer du livre? Ça a été une grosse bataille, mais ok, à part ce chapitre sur les cons que j'ai un peu twisté, mais vraiment le contenu est resté le même. Il n'y a pas des faits, des histoires sur Griveaux, on vous a dit non, pas du tout. Il a pas des histoires précises, des choses précises. Non, tout vient de moi. Ce que j'ai pas mentionné, c'est moi qui n'ai pas voulu le mentionner, et ce qui a été mentionné, c'est ce que j'ai voulu mentionner. Et c'est quoi ce que vous vouliez pas mentionner? Des choses qui n'étaient pas très intéressantes ou des choses, un peu peut-être plus vulgaires ou compromettantes, je sais pas, des choses le concernant qui étaient peut-être pas très agréables. Je me suis dit, sur plein de personnes, le but c'était pas de faire que les gens allaient encore lire des ragots ou juger des situations. J'ai voulu en fait à chaque fois à travers et Griveaux, c'est pas Griveaux lui-même, c'est un type de personne. Je vous ai dit, l'intérêt pour moi c'était que ce type de relation, c'est quelque chose de très banal de nos jours, et je me suis vraiment concentrée sur ce type d'échange désentimentalisé, déshumanisé. C'est ça qui m'intéressait, donc un peu tout le reste, des choses qu'il a pu dire sur des personnes pas très sympas, etc. J'ai pas voulu le et vous avez pas peur, parce que là le livre va sortir, que la sortie soit un peu compliquée? À quel niveau? Vous attaquez Griveaux, ça reste le système, vous racontez des choses assez intimes, est-ce que vous n'avez pas peur que les médias passent sous silence le livre? Ah, que les médias passent sous silence? Non, c'est ce que je voulais dire. Ah, okay. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous n'avez pas peur que, clairement, vous... on verra, mais après, on verra. Honnêtement, je peux pas savoir pour l'instant. Parce que c'est pas non plus un livre récupérable, c'est-à-dire, il y a des livres anti-système. Je pense notamment au Juan Branco, qui est certes anti-système, mais qui finalement est extrêmement récupéré à la fois par l'extrême gauche ou l'extrême droite, et en fait est énormément invité sur toutes les médias d'extrême droite d'ailleurs, et de gauche, et parfois d'extrême gauche. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est récupérable par personne. C'est-à-dire personne. Ok, pour l'instant, on va dire le livre n'a pas quitté le milieu de l'édition. Alors, mais pour l'instant, j'ai quand même majoritairement, j'ai quand même des retours positifs. Donc, ok, peut-être qu'avec les médias, ce sera difficile, mais j'espère que vraiment le livre va trouver son public, et je pense qu'il le trouvera parce que, honnêtement, il est sincère. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi peut-être qu'il n'est pas récupérable, c'est parce qu'il est vraiment sincère. Et ok, il est peut-être pas politiquement correct, peu importe de quel côté on se trouve du prisme politique, mais il est sincère, et au final, je pense que c'est l'intérêt d'un bouquin. Il doit être... moi, j'aime pas lire des livres qui sont juste la description d'une posture. Ouais, et finissons là. Au moins, s'il y a une là, c'est que c'est un livre sincère, honnête, franc, où vous ne vous essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un de bien, de formidable, de là. Vous dites les choses telles qu'elles sont. Vous essayez pas non plus de vous défendre. C'est la vie finalement, et c'est la littérature, c'est-à-dire ne pas juger, ne pas se défendre, ne pas se donner des postures. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Alexandra Tadeo. Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à tous. Salut et fraternité.